Bienvenue à tous. Eh bien, nous allons laisser Bruno, qui est notre orateur ce soir, démarrer la conférence. Ouais. Bruno, à toi. Ok, parfait. Bon, bah écoutez, bonsoir à tous. Merci de participer ce soir à la réunion sur le rapport l'État. C'est une réunion qui fait partie d'une série de deux, si j'ose dire, petite série. Mais je fais cette présentation du rapport l'État en septembre et j'en ferai une autre sur le rapport Draghi au mois de novembre, puisque vous savez sans doute que le rapport l'État et le rapport Draghi font en fait partie d'une série de trois rapports qui avaient été demandés par le Conseil européen à trois experts. Un à Enrico Letta sur le marché unique, un à Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, sur les problèmes de compétitivité de l'Union européenne face à la Chine ou aux États-Unis, notamment, et un troisième qui avait été demandé à l'ancien président finlandais Sauli Niinisto sur la défense européenne. Alors, une première slide que Guy a rajoutée à la présentation, mais elle est très utile pour rappeler les institutions de l'Union européenne, mais je pense que vous les connaissez tous, toutes par cœur. Et puis, le déroulé de ma présentation. Alors, qui est Enrico Letta et pourquoi ce rapport a-t-il été demandé et rendu? Quelle est la structure de ce rapport, l'analyse et les préconisations faites par M. Letta, le 28e régime, qui est une des préconisations les plus importantes du rapport et qui est en passe d'être reprise par l'Union européenne, une cinquième liberté qui, elle aussi, sera vraisemblablement reprise par l'Union, l'unification des marchés de capitaux, le marché unique pour les télécommunications, le marché unique pour l'énergie. Ces trois domaines, la finance, les télécoms et l'énergie, étaient exclus du marché unique tel qu'il avait été conçu à l'origine sous la commission Delors. Un élément de défense et de sécurité, une simplification des règles, ça c'est quelque chose qui revient aujourd'hui partout dans l'Union européenne, y compris au niveau de l'Union, mais aussi aux différents niveaux nationaux. Et puis, renforcer la dimension sociale du marché unique. Et puis, bien évidemment, la conclusion, c'est maintenant qu'est-ce qui se passe parce que Enrico Letta a rendu son rapport, il a fait des préconisations. Où en est-on aujourd'hui? Y a-t-il eu des progrès sur les préconisations ainsi faites? Alors, qui est Enrico Letta? Enrico Letta, c'est un ancien Premier ministre italien. Il a été brièvement Premier ministre italien. C'est aussi l'ancien chef du Parti démocrate. Et c'est quelqu'un qui a une longue carrière de ministre dans différents gouvernements en Italie. C'est aussi un universitaire qu'il était avant d'entrer en politique et qu'il est redevenu après avoir quitté la politique, même s'il l'a peut-être pas vraiment quitté. Il a été de 2014 à 2020 le doyen de l'école des affaires internationales à Sciences Po Paris. Et il est aujourd'hui président de l'Institut Jacques Delors. Il est toujours membre de la Chambre des députés italienne. En septembre 2023, Enrico Letta reçoit mandat des institutions européennes, du Conseil de l'Europe, pour écrire un rapport sur l'avenir du marché unique, qu'il intitule Bien plus qu'un marché et qu'il a rendu au Conseil européen il y a un peu plus d'un an, en avril 2024. Le rapport a été commandé par le Conseil européen en juin 2023 et il se base sur le fait que depuis le lancement du marché unique, depuis sa fondation, la conception a eu lieu en 1985, à partir de 1985, et le lancement a été fait en 1993 sous la commission présidée alors par Jacques Delors. Le marché unique a été une des plus grandes réussites de l'Union européenne en ce qu'il permet la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. C'est ce qu'on appelle les quatre libertés dans tous les États membres qui participent à l'Union européenne. En 30 ans, le marché unique est passé de 12 à 27 pays participants et les 27 pays membres de l'Union européenne, mais aussi la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse, qui participent, qui ont demandé à participer et qui ont été acceptés, qui participent au marché unique, forment un bloc régional
stable et unique. Cette intégration des marchés européens, elle profite à la fois aux citoyens, elle profite aux entreprises, et c'est bien entendu un moteur essentiel de la compétitivité de l'Union et de sa croissance. Aujourd'hui, l'Union européenne compte 450 millions de personnes et le PIB du marché unique, c'est 17 100 milliards d'euros, 15% du commerce mondial, ce qui fait de l'Europe un acteur économique de premier plan. Le marché unique facilite la vie des citoyens puisqu'ils peuvent vivre, travailler. 17 millions d'Européens travaillent dans un autre pays de l'Union européenne que leur pays d'origine, exercer une activité économique, étudier, il y a 13 millions d'Erasmus aujourd'hui, et prendre leur retraite où ils le souhaitent dans l'Union européenne. Mais le monde a changé depuis la conception du marché unique. 1993, l'Union européenne ne comptait que 9 membres, c'était encore la guerre froide, l'Allemagne n'était pas réunifiée, l'Inde et la Chine représentaient 5% du PIB mondial. Et depuis le début des années 2000, les crises se sont multipliées. La crise de la dette en 2009, la crise migratoire en 2015, le Brexit de 2016 à 2020, la Covid-19, l'invasion de l'Ukraine et maintenant Trump 2, tout ça sur fond d'adaptation et de lutte contre le changement climatique. Quelques chiffres. En 1993-2022, les économies européennes en 1993 étaient de taille comparable. Mais si on regarde de combien le PNB par habitant a augmenté aux États-Unis, il a augmenté de 60% entre 1993 et 2022, dans l'Union européenne de 30%. Entre-temps aussi, la Chine et l'Inde, qui étaient des pays émergents, sont devenus la deuxième et cinquième puissance mondiale. L'Union européenne est aussi confrontée à une crise démographique. Elle comptait 4,7 millions de naissances, elle n'en compte plus que 3,6 millions de naissances, 2008-2023. Et c'est la chute de la natalité la plus brutale depuis 60 ans. L'Union européenne vieillit et elle vieillit très vite. Est-ce que je peux Or, faire un oui, commentaire par rapport à ça, Bruno, s'il te plaît, oui, par rapport à ce slide bien précédent? sûr. Euh, Certes, on voit un PIB par habitant qui a évolué moins vite que celui des États-Unis. Cependant, entre-temps, on a intégré de nouveaux pays dont le PIB était extrêmement faible. C'est-à-dire Mhm. que ce sont des gens, je pense à la Pologne, je pense à d'autres Oui, pays où le oui, et tous les PIB pays de l'Est, est anciennement aujourd'hui en communistes. Oui. rattrapage et c'est tout l'intérêt de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne a mobilisé ses capitaux pour que ces pays nous rattrapent. Donc c'est sûr que par rapport aux États-Unis qui sont restés constants, eh bien on n'a pas fait évoluer notre PIB aussi vite que, que les États-Unis qui n'ont pas changé de périmètre. Voilà, c'était juste un Ils ont petit pas- commentaire Oui, oui, pour tout à fait. relativiser un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est une excellente remarque. J'y reviendrai dans la présentation du rapport Draghi, parce que Draghi rentre beaucoup plus dans les détails sur le décalage de productivité entre États-Unis et Union européenne. Il prend ces aspects, notamment ces aspects en compte. Donc, l'Union européenne tire sa puissance économique du marché unique et bien entendu également de la monnaie unique. Mais tout comme l'euro, tout comme la monnaie unique, le marché unique est un projet permanent. Permanent, ça veut dire qu'il évolue tout le temps et depuis 1993, il avait relativement peu évolué. Et donc, la mission qui a été confiée à Enrico Letta, c'est quelles sont les perspectives pour développer, pour faire grandir ce marché unique. Pour mener cette mission à bien, il a consulté énormément les réunions avec les gouvernements, les candidats, les pays candidats, les institutions européennes, les organisations patronales, les syndicats, les universitaires. Il a fait beaucoup, beaucoup de déplacements. Il commence d'ailleurs une partie du rapport avec une digression, qui n'en est pas une, sur les TGV, en soulignant qu'il y a très, très peu de capitales européennes qui aujourd'hui sont reliées par une ligne TGV. Il y en a trois, donc c'est extrêmement, extrêmement limité. Et le rapport qu'il remet,
Et donc, l'un des trois, comme je le disais, rapport qui avait été demandé, le rapport Draghi sur l'avenir de la compétitivité européenne, sur lequel je reviendrai au mois de novembre, et le rapport de Ninisto sur la défense qui s'intitule Plus sûr ensemble, renforcer la préparation et l'état de préparation civile et militaire de l'Europe. Ces trois rapports ensemble doivent servir de référence stratégique à la Commission européenne pour les 5 années à venir, donc de 2025, à partir de cette année. Ce qui est intéressant, c'est que les préconisations des rapports ont été reprises effectivement dans la référence stratégique, dans le programme de l'Union européenne. Alors, le fait de les reprendre ne veut pas dire qu'ils seront appliqués, mais on pourra revenir sur ce point. Le rapport compte 150 pages et il est structuré en deux grandes parties. Une vision politique qui vient des consultations que l'État a menées dans l'élaboration de son rapport, et puis des recommandations concrètes avec des dimensions techniques assez prononcées, et 6 chapitres thématiques: l'introduction d'une cinquième liberté dans le marché intérieur, la mobilisation des ressources publiques et privées pour combler les déficits d'investissement, passer à l'échelle supérieure dans différents secteurs, mieux répartir les avantages de l'intégration économique, améliorer les cadres réglementaires et les outils de mise en œuvre, et enfin, utiliser le potentiel du marché unique pour étendre l'influence de l'Union européenne sur la scène mondiale. Pour l'État, le marché intérieur n'est pas qu'un simple dispositif économique, c'est vraiment un pilier fondamental de l'intégration européenne et c'est un levier stratégique qui doit servir à renforcer la position de l'Union dans un environnement international qui change constamment. Mais si l'élargissement de l'Union de 12 à 27 membres a rendu beaucoup plus dynamique le marché unique, il l'a aussi rendu beaucoup plus complexe parce que chaque pays a ses règles, chaque pays a ses règlements, et ça ralentit beaucoup, parfois, mais beaucoup, l'harmonisation, et ça limite surtout l'exploitation des économies d'échelle que permettrait la taille de l'Union. L'intégration du marché unique reste incomplète. Alors, le FMI a évalué dans une étude récente que les barrières non tarifaires dans l'Union européenne équivalaient à des droits de douane de 44% pour les biens et de 110% pour les services. C'est des chiffres qui ont été discutés. Il y a notamment une étude de Lorenzo Binismaghi qui les a beaucoup critiqués. Et de fait, il prenait en compte notamment, il ne prenait pas en compte le Brexit, donc le Royaume-Uni était encore considéré comme membre de l'Union européenne. Il y avait d'autres erreurs, si l'on peut dire, dans cette étude, mais si les chiffres peuvent être discutés, le constat est réel. Il y a les barrières non tarifaires équivalent à des droits de douane, qui soient de 41% ou moins, ça c'est une réalité, c'est ça qu'on peut discuter, mais ils existent et les diverses réglementations pèsent sur les échanges entre les différents pays. Là, je donne l'exemple donné par l'État des réglementations pour les professions de réparateurs de vélos en Belgique, la cueillette des champignons en Allemagne, etc. Les logos qui sont obligatoires pour accéder à certains marchés, c'est tout autant de petites choses qui freinent la libre circulation des biens et des services. Et donc, le, le- les propositions de l'État sont d'élargir le champ d'application du marché unique à 3 secteurs qui en étaient exclus jusqu'ici: la finance, l'énergie et les communications. D'ajouter à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux la recherche, l'innovation et l'éducation, ça serait la cinquième liberté, et de repenser le marché unique de façon à ce qu'il réponde mieux aux 3 priorités stratégiques de l'Union européenne, que l'Union européenne s'est fixée: assurer une transition verte et numérique équitable, accompagner l'élargissement de l'Union et renforcer la sécurité de l'Union européenne face aux défis géopolitiques. Et donc, dans chacun de ces domaines, le marché unique doit dépasser sa dimension et devenir bien plus qu'un marché et exercer un véritable levier stratégique. Alors, qu'est-ce qu'il propose, Monsieur l'État? Ben, il propose déjà
d'uniformiser le cadre européen et que le Conseil délègue à la Commission la stratégie globale pour le marché unique. Et ça, le Conseil l'a accepté très très vite. Et puis il propose aussi de créer, au-delà des 27 régimes nationaux, aujourd'hui il y a 27 régimes nationaux, en Espagne il y en a même plus qu'un seul, un 28e régime pour les sociétés, qui serait un régime unique pour toute l'Union européenne. Et là, c'est assez habile comme proposition parce que l'alternative, c'était d'essayer d'unifier les 27 régimes nationaux. Et l'État prend un peu prend un autre, une autre vue et dit bah, on n'arrivera jamais à unifier les 27 régimes nationaux, donc autant en créer un 28e qui soit tout de suite un régime pan-européen et qui éviterait aux entreprises de créer une filiale par pays de l'Union, par pays membre, et qui permettrait de faire converger les marchés et de surmonter les obstacles liés aux divergences nationales. Le 28e régime, ça c'est vraiment la préconisation forte du rapport, et cette préconisation a été reprise par la Commission dans le programme de travail du commissaire chargé du marché intérieur, le commissaire français Stéphane Séjourné, et il y a de fortes probabilités que le 28e régime voit le jour à l'horizon 2026-2027. L'État propose aussi d'adopter une cinquième liberté qui porte sur la recherche, l'innovation et l'éducation. Pourquoi? Parce que il est essentiel pour l'Europe de stimuler à la fois la mobilité des chercheurs, les collaborations entre ces chercheurs et entre les universités ou les centres de recherche, et le partage des données au sein de l'Union européenne qui permettrait de créer des entreprises technologiques beaucoup plus fortes et sur une beaucoup plus grande échelle. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que l'Union européenne investit autant que les États-Unis dans la recherche-développement, 100 milliards d'euros, mais c'est État par État. Là où les États-Unis le font sur l'ensemble de leur territoire, dans l'Union européenne, c'est divisé en 27 États. Et si l'Europe produit un tiers de la recherche mondiale, c'est seulement 10% des brevets qui découlent de cette recherche parce que les entreprises n'ont pas de lien ou trop peu de lien avec les universités. Ce n'est pas naturel pour énormément d'universités de travailler avec l'entreprise et de penser aux applications techniques, industrielles, commerciales que les brevets qui sont déposés régulièrement puissent servir. L'idée, c'est donc de renforcer le soutien aux infrastructures de recherche, d'élargir les programmes de mobilité, c'est comme ça que Erasmus+ a été créé, et de créer une plateforme centralisée pour les connaissances européennes. Troisième volet, aussi extrêmement important, c'est Une, l'unification des marchés de capitaux. une Jacques, tu as une question? observation, Oui, une observation en passant. L'élargissement du marché est effectivement une chose indispensable. Mais si on se compare aux États-Unis, il faut voir ce que sont les facteurs d'intégration, de pilotage et de planification. Parce que là aussi, il y a des déficits, hein. Aux États-Unis, la commande publique structure un peu les recherches, et à la fois dans le domaine militaire et civil. En Europe, on est trop livré à soi-même. Donc, cette coopération ne se fera pas spontanément. Il y a aussi un problème d'organisation des marchés, pas seulement d'élargissement du marché lui-même. Je ne sais Et pas si l'État en parle. on le voit bien d'ailleurs avec ce qui paraît dans la presse en ce moment sur le nouvel avion européen où Oui, par exemple, le ça SCAF. tiraille sérieusement. oui, mais ça, c'est inévitable. Alors non, l'État n'en parle pas, enfin ne dit pas qu'il faudrait telle ou telle nouvelle agence européenne qui coordonnerait tout ça. À mon avis, en fin connaisseur des mécanismes européens, il se méfie de tout ce qui est création de nouvel organisme centralisé qui attirerait tout de suite les foudres des États membres. Mais effectivement, la coordination est un élément essentiel. La coordination peut être menée au niveau de la Commission,
Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Peut-être aussi poussé par l'industrie elle-même, ou en l'occurrence, dans le cas d'Erasmus, il y a des partenariats dans le cas d'Erasmus+. Erasmus+ appelait notamment les universités à s'allier, les universités européennes à s'allier entre elles sur des programmes de recherche. Et il y a aujourd'hui, je ne sais plus combien, mais je crois qu'il y a une trentaine de ce qu'on appelle des clusters européens qui réunissent des universités de différents pays sur des thèmes de recherche. Et puis, dans chacun des pays de l'Union européenne, là, c'est à chacun aussi de faire sa part, il y a l'organisation de campus. Il y a Saclay en région parisienne, en est un, où on essaye de relier davantage l'université à l'entreprise. Donc, le troisième point, c'est l'unification des marchés capitaux. Alors, l'unification des marchés capitaux, ça fait des années qu'on en parle, hein. Ouais, une bonne vingtaine d'années parce que c'était dans la lancée, non pas une bonne vingtaine d'années, mais un peu moins, mais dans la lancée de la création de l'euro. L'épargne dans l'Union européenne est considérable. Les pays de l'Union européenne sont des pays riches. Leurs citoyens sont riches, si on compare à l'ensemble du monde, et l'épargne que ça génère, c'est 33 000 milliards d'euros. C'est énorme. Mais cette épargne, elle est mal utilisée. Elle est pour plus d'un tiers dans les comptes courants, contre 20% aux États-Unis. Elle est à peu près à 15% en actions, contre 32% aux États-Unis. Et chaque année, selon la Banque centrale européenne, c'est environ 300 milliards d'euros qui vont s'investir aux États-Unis, faute de s'investir en Europe. D'un autre côté, le rapport Draghi estime à 800 milliards d'euros les besoins annuels d'investissement dans l'Union européenne pour compenser sa perte de compétitivité par rapport aux États-Unis et à la Chine. En conséquence, les entreprises européennes, et notamment dans le domaine de la technologie, vont se financer sur le marché européen, qui est plus profond, plus liquide, et qui leur permet d'avoir une meilleure valorisation des risques. Marché américain, Bruno. Oui, Américain, oui. oui, marché américain. Et donc, l'État défend l'idée d'un marché financier européen plus intégré. Alors, il a proposé de changer et ça a été accepté. L'Union de l'épargne, l'ancien nom, c'était l'Union pour les marchés de capitaux. C'est devenu l'Union de l'épargne et de l'investissement. Et puis, il propose aussi plusieurs initiatives. Il propose la création d'un produit d'épargne de long terme qui soit européen et non plus uniquement des produits nationaux. Il propose d'harmoniser la réglementation des gestionnaires d'actifs, d'avoir une supervision unique pour les gestionnaires d'actifs. Les banques aujourd'hui ont un superviseur, c'est la BCE. Les gestionnaires d'actifs, et il y a des gros gestionnaires d'actifs en Europe, il y a notamment l'un des plus gros gestionnaires d'actifs mondiaux, qui est Amundi, eux n'ont pas une supervision unique. Donc l'idée, c'est d'avoir une supervision unique pour faciliter les changements réglementaires pour ces gestionnaires. Et puis d'utiliser la garantie publique européenne pour soutenir l'investissement dans la transition écologique. Ça, c'est ce qu'on appelait le plan Juncker quand Juncker l'a lancé en 2013-2014, et maintenant qui s'appelle InvestEU, que la Commission a poursuivi après que Juncker soit parti et qui s'appelle InvestEU. Ça fait partie des initiatives qu'il propose. Il y en a d'autres. L'harmonisation du post-marché. Le post-marché, c'est le règlement livraison. Aujourd'hui, en Europe, il y a 18 chambres de compensation, 21 organismes de règlement livraison. Il n'y en a que 2 aux États-Unis. Il propose de relancer la titrisation et les partenariats publics-privés. Alors, relancer la titrisation, ça commence, c'est en cours, mais ça prend un peu de temps parce que la titrisation avait très très mauvaise presse après la crise des subprimes. Et là où les États-Unis ont commencé à la relancer bien avant l'Union européenne est restée très très frileuse par rapport à ça. Or, il y a des créances qui sont saines et qui pourraient être titrisées et qui permettraient aux banques de libérer des fonds dans leur bilan pour financer d'autres activités. Il propose aussi de créer une bourse européenne pour les jeunes entreprises en matière d'intelligence artificielle, quantique, biotechnologie. Je pense que cette bourse européenne
Elle existe déjà quelque part. Ça m'étonnerait que la création d'une bourse supplémentaire, soit nécessaire, mais il faut encore l'identifier. Ça pourrait être un compartiment de marché chez Euronext, par exemple, qui pourrait faire l'affaire. Il propose aussi de créer une seule référence pour les emprunts européens. Une seule référence pour les emprunts européens. Il y a pas vraiment de dette commune en Europe, mais il y a des émetteurs communs. La BEI en est un, le mécanisme européen de stabilité en est un, la BCE en est un, qui sont des émetteurs européens. Il y a une dette aussi émise par la Commission dans le cadre de Next Generation EU. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 milliards d'euros de dettes communes européennes, tous notés AAA, mais il n'y a pas une référence unique. C'est un bout de BEI, un bout de mécanisme européen de stabilité, un bout de Next Generation EU. Et donc, pour les investisseurs d'autres pays ou d'autres zones géographiques qui veulent avoir une vision claire des emprunts européens et qui veulent y avoir accès facilement, créer un benchmark unique serait tout à fait souhaitable. Et puis le dernier élément, c'est le lancement de l'euro digital. Ça, la Banque centrale a déjà annoncé qu'elle souhaiterait lancer l'euro digital rapidement. Alors, l'État dit d'ici 2027, je ne sais pas si ça sera 2027, mais c'est plus qu'un projet au niveau de la Banque centrale européenne qui a été boosté, si j'ose dire, par toutes les annonces que Donald Trump a faites dans le domaine des crypto-monnaies. Je voudrais faire deux observations sur ce que Bruno vient de présenter. Euh, La première, c'est que le financement des investissements aux États-Unis se fait à 75% par les marchés financiers, 25% par les banques, et en Europe, c'est l'inverse. Donc, on voit qu'il y a un déficit de financement des investissements en Europe par les marchés financiers. Il y aurait, me semble-t-il, une première réforme à faire, c'est de provoquer la création de nouveaux investisseurs collectifs. Et je pense qu'il y a une opportunité, c'est les retraites. En France, on fait que de la retraite, bon, qui est financée par les nouvelles générations, mais il faudrait développer la retraite par participation. Par participation, par capitalisation, pardon. Et à ce moment-là, vous auriez des investisseurs collectifs plus importants qu'on en a aujourd'hui. Donc, ça répond à une crise en quelque sorte qui est en train d'apparaître de l'État-providence, et ce serait un moyen d'imiter les États-Unis. Dans le cadre de l'imitation, il faudrait faire une analyse comparative de ce qui se passe aux États-Unis pour voir ce qu'on pourrait transposer en Europe dans ce domaine. Deuxième observation, c'est d'avoir des investisseurs plus nombreux et fiables. Et par exemple, il serait intéressant de développer au niveau de l'Europe eh bien, des emprunts collectifs. On l'a fait une fois, à hauteur de 750 milliards, pardon. Il serait important de développer ce type de financement. Et je pense que c'est ce que Draghi préconise. Hein, parce que avec les 800 milliards d'investissements par an, il faut pouvoir les financer. Ce n'est pas à la portée soit des entreprises, soit des États nationaux. Il faudrait se regrouper. Et là, bien sûr, il y a des réticences, par exemple, chez nos voisins immédiats. Mais il me semble qu'il y a des compléments à apporter à ce qui est présenté dans les rapports et qui sont en relation avec la réalité actuelle. Voilà. Ouais. Non, tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention. Dans dans le produit pan-européen que l'État propose de créer, il pense, alors, il pense pas forcément à un mécanisme de fonds de pension. Il y a des pays en Europe qui ont des fonds de pension. C'est pas le cas de la France.
C'est pas le cas de l'Allemagne, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de certains pays scandinaves aussi, mais c'est pas le modèle qui avait été retenu par la plupart des pays européens au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Euh, qu'il y ait une composante de fonds de pension, de retraite par capitalisation. En fait, tous les pays y ont recours au niveau individuel parce qu'énormément de gens prennent des assurances vie et ils prennent des assurances vie aussi parce qu'ils pensent à la retraite derrière. Quand je travaillais chez Euronext, les intervenants avaient coutume de dire que les fonds de pension à la française, c'était l'assurance vie. Sauf que l'assurance vie, elle n'est pas non plus forcément investie beaucoup en actions. Donc là, on se heurte à quelque chose qui est très européen, et ça, c'est plus une question de mentalité qu'autre chose, c'est l'appétence au risque. Là où les Américains ont l'habitude du risque, et notamment du risque financier, pour les Européens, c'est une autre histoire. Donc là aussi, il y a une question, alors je ne sais pas si c'est une question d'éducation financière, une question mais à laquelle il faut répondre si on veut que l'investissement en actions devienne plus important dans l'Union européenne. Est-ce que c'est pas un phénomène plus français que européen? Parce que j'ai habité en Allemagne ou en Angleterre aussi, je connais bien. Euh, la part à investir dans les actions est plus importante chez les particuliers que ce qu'on peut voir en France, où tout le monde est sur les régimes de retraite En classiques. Angleterre, oui. En Angleterre, oui. En Allemagne, Bah, je suis pas. en Allemagne, c'est beaucoup plus facile d'avoir un gestionnaire de fonds avec un départ de capital beaucoup plus bas, alors qu'en France, c'est réservé à une très petite minorité. C'est-à-dire qu'il y a trois, quatre banques qui mettent des seuils très très élevés qui empêchent, en fin de compte, le, la majorité des personnes d'y avoir accès. Donc on dit, oui, il n'y a pas d'appétence pour le risque, mais si il y a des banques ou des assurances qui font écran et qui ne permettent pas d'avoir un accès au marché facile et rentable, ça se comprend aussi. En Alors, Allemagne, c'est beaucoup plus facile et c'est bah, beaucoup plus structuré. aujourd'hui, l'accès au marché actions est facile en France, hein. Acheter des produits actions, j'ose dire, c'est simple comme un clic, hein. Oui, je vais faire une observation. Il faut développer l'appétence des Français pour les actions. Mais je pense qu'il y a un rôle pédagogique important qui appartient à l'État. Euh, une observation historique. Lors de la première cohabitation, Chirac et Balladur ont constitué une armée de particuliers qui sont devenus des détenteurs d'actions, hein, dans le cadre des privatisations. On en a eu des millions. Mhm. 10 ans après, il en restait combien? On n'a pas utilisé cette opportunité pour amener les Français à devenir des détenteurs de longue durée. On les a laissés se défausser de leurs actions, et bien sûr, il y en a qui les ont récupérées derrière. Donc, on avait une opportunité, une expérience pour justement généraliser, démocratiser la détention d'actions. Et on n'a pas su le faire. Donc, il faut en tenir compte. Ça ne va pas se faire spontanément. Il y a une autre opportunité, par exemple, c'est l'emploi des fonds de participation et d'intéressement, avec peut-être des emplois obligatoires et peut-être, à titre pédagogique, des garanties partielles que pourrait donner l'État pour familiariser ou accoutumer les particuliers au risque des actions. Voilà des opportunités qui existent et qu'il faudrait qu'on arrive à mettre sur la table pour qu'elles fassent l'objet de projets un peu plus constitués. Alors, autre domaine dans lequel l'État propose aussi un élargissement du marché unique, c'est les télécommunications. Après la finance, les télécommunications. Pourquoi? Parce que
Le problème européen, c'est que si les membres sont interconnectés, en revanche, on est loin d'avoir des opérateurs qui soient à la taille du marché européen. Chaque opérateur chinois dispose de 467 millions de clients, chaque opérateur américain de 107 et chaque opérateur européen de 5. Là où il y a 3 ou 4 opérateurs aux États-Unis ou en Chine, il y en a 80 dans l'Union européenne. Et 80, c'est beaucoup. Donc, il propose une idée qui est assez intéressante, qui est une unification du préfixe européen. Aujourd'hui, on est dans l'Union européenne, mais on a toujours des préfixes par pays. Lui, il propose qu'il y ait un préfixe européen, comme ça existe aux États-Unis. Après, vous avez le préfixe 1 pour les États-Unis, et puis après, vous avez le préfixe pour l'État, de façon à ce qu'il y ait une harmonisation, et ce qui permettrait une gestion intégrée des spectres de fréquence au niveau européen, une répartition des commissions entre chacun des trésors nationaux, bien entendu, et ce qui permettrait de réduire le nombre d'opérateurs à une dizaine ou une vingtaine, ce qui laisserait le choix aux consommateurs entre plusieurs opérateurs, mais qui limiterait le nombre d'opérateurs et augmenterait leur taille et leur permettrait, là aussi, d'avoir une taille supérieure pour jouer dans une division qui n'est pas la leur aujourd'hui. La finance, les télécommunications, l'énergie. Pour assurer la réussite de l'Europe, il faut un secteur énergétique européen et un vrai marché unique de l'énergie. Et donc, l'État suggère que les pays voisins de l'Union européenne mettent en place des enchères transfrontalières pour leur excédent de production en énergie renouvelable, afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts. Il recommande des systèmes de flexibilité transfrontaliers, afin que les gestionnaires de réseaux électriques puissent solliciter les producteurs de pays voisins en cas de force de demande locale. Et il préconise de renforcer fortement les interconnexions énergétiques entre les différents pays européens et notamment le financement de ces interconnexions, qui n'existent pas partout, loin de là, dans le prochain budget de l'Union européenne. À ce titre, le financement pourrait être fait par des obligations vertes pour garantir le financement à long terme de ces interconnexions. Alors, dans ce domaine-là, la Commission a repris les interconnexions comme une priorité de son prochain budget. Et d'ores et déjà, la BEI, indépendamment de la Commission, va dégager 11 milliards d'euros d'ici la fin de l'année pour financer des projets d'interconnexion européens. Il y en a un notamment entre la France et l'Espagne qui est en cours de financement. Là aussi, les grands projets transfrontaliers, selon l'État, devraient servir à consolider les relations avec des partenaires énergétiques fiables et il propose de créer, c'est l'un des rares domaines où il propose de créer une agence européenne qui serait dotée de 4 missions: soutenir l'hydrogène et les technologies émergentes, soutenir les réseaux transfrontaliers, continuer les financements pour le renouvelable et le nucléaire. Et cette agence servirait de guichet unique pour la certification et l'obtention des permis nécessaires aux projets énergétiques. Alors dans tous ces domaines, l'hydrogène, les réseaux transfrontaliers, le nucléaire, les financements existent, les agences existent. Le guichet unique pour la certification et l'obtention des permis nécessaires, ça serait peut-être une bonne idée, enfin, c'est sans doute une bonne idée, mais là, il n'y a pas trop d'avancées en ce moment dans le domaine de l'énergie. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, dont parle aussi le rapport Ninisto, l'État propose un marché qui n'est pas unique, mais qui est commun. Là où l'Union européenne compte une dizaine d'industries de défense qui ne se parlent pas entre elles, on l'a vu, et si depuis 2022, l'Union européenne a dépensé 140 milliards d'euros pour aider l'Ukraine, 80% de cette somme est allée à l'achat de matériel américain, turc ou sud-coréen. Autre exemple, l'Union dispose d'une quinzaine d'hélicoptères différents, alors que les Américains en proposent 2 types. Donc, l'Union européenne est forte en matière de défense, mais elle est beaucoup trop dispersée. La Commission a lancé en mars de cette année un plan qui s'appelle ReArmEU, qu'elle a rebaptisé Readiness 2030 pour mobiliser 800 milliards d'euros pour la défense,
avec 5 priorités. La suspension des règles budgétaires de l'Union européenne, de façon à ce que les États membres puissent augmenter leurs dépenses leurs dépenses de défense, pardon, leurs dépenses de défense. La levée de 150 milliards d'euros par la Commission pour prêter pour des projets de défense communs, comme les systèmes de défense aérienne et antimissiles. Ça veut dire que l'Union européenne prêterait uniquement à des projets de défense qui impliqueraient plus d'un pays. Il faut au moins 2 pays pour pouvoir accéder au financement de ce fonds. Et d'ores et déjà, il y a 19 États membres qui ont demandé à utiliser ce fonds qui devrait commencer à entrer en action d'ici la fin de cette année, d'ici la fin de 2025. Autre proposition de la Commission, cette fois-ci, réorienter les fonds européens existants, comme les fonds de cohésion, vers les investissements de défense. Et puis, deux autres préconisations. Lever les restrictions de prêt de la BEI, qui jusqu'ici n'avait pas la possibilité de financer la défense. Ça a été fait. La banque a pu financer 1 milliard d'euros de projets liés à la défense en 2024 et a porté cet effort à 3 milliards en 2025. Et puis, dernier point, créer un mécanisme de mobilisation de capitaux privés pour la défense. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Ça serait un moyen pour les investisseurs privés, notamment, d'investir dans la défense. Il y a la BPI qui a lancé d'ailleurs un fonds ouvert aux particuliers qui souhaitent investir dans les entreprises de défense. Et c'est ce type de mécanisme que la Commission a en tête. Autre point du rapport, la simplification réglementaire et le renforcement de l'application des règles. Ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, la simplification réglementaire. Enrico Letta suggère de préférer les règlements aux directives parce que les directives doivent être traduites dans le droit de chacun des États membres, ce qui entraîne une surtransposition et des difficultés supplémentaires avec une multiplication des réglementations. Et une de ces idées, c'est d'avoir un code européen du droit des affaires qui soit beaucoup plus souple et beaucoup plus utile que les différents codes de droit des affaires existants aujourd'hui. Rédiger un code européen du droit des affaires, c'est une très bonne idée. Je ne pense pas que ça se fasse facilement. Et l'État incite aussi sur le renforcement des outils de surveillance pour l'application des règles afin de garantir un respect des règles du marché unique et de préserver une concurrence loyale. Il propose aussi de renforcer la dimension sociale et durable du marché unique parce que pour lui, aucun progrès n'est possible sans la participation des citoyens. Il propose notamment une conférence permanente des citoyens afin de les informer, de les impliquer davantage et différentes mesures pour que les citoyens participent davantage au marché unique. C'est la procédure formelle pour s'attaquer aux suspicions de contraintes territoriales d'approvisionnement, c'est obliger les vendeurs à informer mieux sur leurs produits, des outils communs d'intelligence artificielle, etc., etc. C'est l'un des aspects du rapport qui a été complètement éludé et par la Commission et par les États membres. Pourtant, les bénéfices de la refonte du marché intérieur ne seront valables que s'ils profitent à toute l'Union européenne et à tous les citoyens et à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur domaine d'activité. Et donc, l'État propose de mieux accompagner les PME dans leur accès au marché unique et au financement européen. Et il propose que les États membres coopèrent pour harmoniser la fiscalité indirecte, notamment en proposant plus d'options de neutralisation de la TVA à l'échelle européenne. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les rapports ont été remis au Conseil européen et ils ont été bien entendu extrêmement bien accueillis parce que dès qu'on remet un rapport, il est toujours très très bien accueilli. Mais plus que ça, ils ont été bien accueillis, ils ont été pris en compte. C'est-à-dire que beaucoup des préconisations des 3 rapports
ont été repris par la Commission dans son programme 2024-2029. Beaucoup d'éléments figurent dans la feuille de route que von der Leyen a adressée à ses commissaires cette année, et parmi lesquels Stéphane Séjourné, qui est en charge du marché intérieur. Et en mai de cette année, Séjourné a présenté, sa stratégie pour développer le marché unique. Et il a repris plusieurs éléments du rapport l'État. Il a repris le 28e régime, qui est annoncé pour l'année prochaine. Il a repris le Buy European Act, qui est la possibilité d'inclure dans tous les marchés publics une préférence aux entreprises européennes, ce qui n'existait pas jusqu'ici. Il a proposé un nouveau statut d'entreprise pour les entreprises de taille intermédiaire qui les exonérerait de certaines obligations qui ne resteraient que pour les très très grandes entreprises. Il a proposé la mise en place de QR code de l'étiquetage, et des notices d'utilisation, parce que les notices d'utilisation coûtent parfois plus cher que le produit lui-même quand on veut le vendre dans toute l'Union européenne. Il faut traduire dans toutes les langues de l'Union européenne et ça coûte plus cher parfois que le produit. Donc ça, c'est les propositions que Séjourné a faites en reprenant certaines des propositions du rapport l'État. En juin de cette année, le Conseil des gouverneurs de la BEI a accepté que le montant des opérations de la banque pour 2025, pour cette année, soit porté à 100 milliards d'euros, donc 11 milliards de plus qu'en 2024, avec trois priorités importantes. L'énergie, 11 milliards d'euros, et c'est notamment ce que je vous disais sur les interconnexions entre les États membres. L'intelligence artificielle et l'innovation et la défense. Innovation et défense portée de 1 milliard à 3 milliards entre 2024 et 2025. Pour sa part, Ursula von der Leyen a, dans son discours sur l'état de l'Union, annoncé un itinéraire pour le marché unique 2028 sur les marchés des capitaux, les services, l'énergie et les télécoms. Elle a annoncé le 28e régime, la 5e liberté et le critère Made in Europe pour les marchés publics. Donc, les préconisations ont été reprises. Mais elle a aussi souligné que pour ça, il fallait aller vite parce que les propositions de la Commission doivent être adoptées et par le Parlement européen et par les États membres. Et elle a proposé de sortir de la règle de l'unanimité. Pour autant, alors là, dans la slide dit hier à l'occasion d'un colloque, c'était la semaine dernière à l'occasion du colloque organisé pour célébrer les 1 an du rapport Draghi, Draghi a été extrêmement critique sur la lenteur que l'Union européenne et les États membres, parce que l'Union européenne, il y a la Commission, mais il y a aussi les États membres, mettaient à appliquer les préconisations de son rapport. Je crois que dans une étude récente, il y a moins de 15% des préconisations du rapport Draghi qui ont été aujourd'hui soit adoptées, soit mises en route. Donc c'est beaucoup trop lent compte tenu de la vitesse à laquelle le monde évolue. Et Draghi a été très, très critique de la Commission, mais aussi des États membres. Et du coup, il a appelé à ce que les États qui avaient envie d'aller plus vite travaillent ensemble pour déjà avancer dans certains domaines. Donc, il y a des choses qui se sont faites, il y a des choses qui se sont faites plutôt, qui commencent à se faire, mais ça ne va pas assez vite. Ça, c'est très clair. Alors, il y a eu une bonne nouvelle aussi récemment qui a été l'annonce par la commissaire chargée des marchés de capitaux, qui est une commissaire, si je ne m'abuse, portugaise, qui a annoncé que le produit pan-européen allait voir le jour en 2026, que la supervision des gestionnaires d'actifs allait être confiée à ESMA, qui est l'European Financial Market Authority, qui est basée à Paris et qui regrouperait toute la supervision dans ce domaine en coordination avec les régulateurs nationaux. Donc, ça avance, il y a des signes que ça bouge. Après, il faut que ce que propose la Commission soit accepté, voté et transposé. Mais ça prendra malheureusement un peu plus de temps. Donc,
En conclusion, un rapport extrêmement utile qui propose beaucoup de pistes intéressantes, dont certaines ont été reprises par la Commission et sont soutenues par les États membres. Pour autant, des changements qui, comme souvent en Europe, ne vont pas assez vite par rapport à la concurrence à laquelle l'Union européenne est confrontée. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis rendez-vous avec le rapport Draghi au mois de novembre en espérant que d'ici là, il y ait plus de 15% qui ait été adopté. Je vais poser la question, la première question, comme ça permettra aux autres d'affûter leur crayon. Euh, Bruno, euh, quand on dit que c'est rentré dans la feuille de route, que c'est rentré dans le travail qui est engagé, quand le Parlement, penses-tu, verra les premiers textes à approuver? Alors, si la commission fait bien son travail, ça pourrait être avant la fin de l'année pour les premiers, certainement en 2026 pour les suivants. Mais dans quel ordre, je ne sais pas. D'accord. Euh, 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 je suppose que le rapport Draghi dont tu parleras un petit peu plus tard dans l'année viendra compléter un petit peu tout ce qui a été dit par le rapport Lettam, c'est déjà énorme. Si on arrivait déjà à conclure l'unification des marchés des capitaux, ce serait un pas extrêmement important pour nous. Ah ben ça serait essentiel, enfin ça serait essentiel pour l'Union européenne dans son ensemble, parce que l'union des marchés de capitaux, enfin des marchés d'épargne et d'investissement, comme l'indique son nouveau nom, c'est vraiment la pierre angulaire pour le financement de tout ce dont parle Draghi dans son rapport. Draghi, je l'ai cité dans cette présentation, mais Draghi a identifié les besoins à 800 milliards d'euros annuels hein, pour l'Union européenne si elle veut rattraper son retard en matière de compétitivité avec les États-Unis. Ces 800 milliards, il faut les trouver. Pour les trouver, il faut absolument que le marché européen des capitaux soit unifié. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les acteurs en ont pleinement pris conscience, les acteurs privés autant que les acteurs publics, que la Commission dispose d'une commissaire qui a visiblement envie de faire bouger les choses et d'accélérer. Donc, on peut espérer ouais, que ça finisse par bouger. La, la, L'Europe fait toujours des progrès quand il y a des crises, hein. Il a fallu la crise de la dette souveraine pour faire d'énormes progrès en matière de régulation bancaire, en matière d'unification européenne de la régulation et du soutien. J'espère qu'il ne faudra pas une crise aussi grave pour que des mesures qui sont relativement, entre guillemets, simples à prendre et à mettre en œuvre le soient. Merci. Ouais, j'aurais une question à poser concernant la règle de l'unanimité qui a Oui. été, qui a été évoquée. Euh, Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui attend pour qu'elle puisse être, euh, comment dire, pour qu'elle puisse évoluer? Parce que dans le milieu professionnel, moi, je me suis rendu compte que les choses ont toujours pu avancer dans des milieux multifacettes grâce à ce que j'appelle vulgairement la tâche d'huile. C'est-à-dire que euh, si on veut l'unanimité au départ, on n'arrive jamais à la faire. Par contre, montrer que quelque chose marche et faire adhérer les gens progressivement, c'est quand même la meilleure solution. Non, tout à fait. Tout à fait d'accord. Et c'est effectivement comme ça que l'Europe progresse le mieux et le plus rapidement. Alors, la règle de l'unanimité, elle existe.
von der Leyen a proposé qu'on l'adapte. Et je pense que c'est une très bonne chose que cette règle soit adaptée. Pour autant, tous les États membres ne sont pas forcément d'accord. Et donc, jusqu'ici, c'est normal. S'il faut l'unanimité pour changer l'unanimité, on va pas y arriver. Donc, l'idée, c'est effectivement ce qui s'est passé en matière de défense avec la coalition des volontaires. Donc, il y a quelques pays qui ont envie d'avancer plus vite que les autres. Eh ben, on les laisse faire. Et puis après, c'est un peu comme la tâche d'huile, les autres se rallient quand ils voient que ça fonctionne. C'est souvent comme ça que ça marche. Il y en a un ou deux ou trois qui prennent des risques, puis les autres, prudemment, n'en prennent pas. Et puis quand ça marche, ils disent, ah ouais, c'est une super bonne idée. Donc, C'est voilà, ce qui s'est passé pour l'euro, je suppose. c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est ce qui s'est passé pour l'euro. Sauf que pour l'euro, il y avait un intérêt bien compris de tous les pays à devenir membre le plus rapidement possible de la zone euro. Parce que accès à un marché unique, immédiatement financier, où on utilise une même devise, parce que entrer pour les petits pays dans la cour des grands, il n'y a pas que la France, l'Allemagne, l'Italie qui peuvent avoir l'euro, la Grèce peut l'avoir aussi. Euh, et donc, il y avait un appétit de beaucoup de pays pour y rentrer, comme il y avait un appétit, un désintérêt de certains pays pour y rentrer. Le point positif avec la zone euro, c'est qu'on a vu que malgré la crise de la dette souveraine et après la crise de la dette souveraine, les pays ont continué à rentrer, à intégrer la zone euro. Il y avait moins de pays dans la zone euro au moment de la dette souveraine, de la crise de la dette souveraine, hein, donc, qui s'est terminée en 2016, euh, il y avait moins de pays au début de la crise qu'il n'y en a eu après la crise. Et donc aujourd'hui, il y a 20 pays de l'Union européenne qui sont membres de la zone euro. Un 21e, la Bulgarie, rejoint en 2026 et le 22e, qui est candidat, c'est la Roumanie. Les autres pays, les quelques pays, les 5 pays qui restent, sont pas, pour l'instant, sont pas trop chauds pour intégrer la zone euro, mais je pense que c'est qu'une question de temps. Mais pour autant, pour la coalition des volontaires, c'est ce qu'on a vu en matière de défense. Les pays, lorsqu'on a bien compris, lorsque les Européens ont bien compris que ils pourraient plus bénéficier de l'aide des États-Unis, ben voilà, il a bien fallu s'organiser. Tout le monde n'était pas forcément d'accord. Ceux qui voulaient avancer se sont mis ensemble pour le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que en matière de défense, la coalition des volontaires, et c'est le cas pour le fonds européen proposé par la Commission pour financer les projets à condition qu'il y ait au moins un ou deux ou trois États membres. Il s'adresse à des projets qui peuvent intégrer des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Si 2 pays de l'Union européenne ont un projet avec la Norvège, qui n'est pas membre, c'est éligible au financement de l'Union européenne dans le cadre de ce fonds. Et ça, c'est complètement nouveau. Je m'excuse d'insister sur l'euro, mais si on veut pas que l'Union éclate, on a quand même un petit problème en France. Certes, on a un délai qui nous est donné par la règle dont tu as parlé, qui donne un délai pour re-rentrer dans la règle des 3%, du fait des investissements dans l'armement, mais ça ne va pas durer comme les impôts. Et il y a un moment où il va bien falloir qu'on se pose la question des dépenses de la France qui sont aujourd'hui, enfin l'INSEE l'a annoncé, au-delà de 115% du PIB. Mhm. Euh, et quand on voit le bazar que ça génère dans notre classe politique, je pense qu'on est en train de se décrédibiliser au niveau européen. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord sur la décrédibilisation de la position française au niveau non seulement européen, hein, mais aussi au niveau mondial. Ce qu'on peut appeler la crise de la dette, alors
qui est une fausse vraie crise. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une crise, c'est vrai qu'il y a une dette énorme qui aujourd'hui atteint 3400 milliards d'euros. Et c'est vrai que c'est 115% du PIB. Mais ce que sanctionnent les agences de notation financière, c'est surtout l'instabilité politique et l'absence de visibilité sur les façons de résoudre le déficit budgétaire et ensuite de réduire la dette. Et c'est surtout ça que les agences et que les marchés sanctionnent, parce que l'économie française, elle tourne, les entreprises françaises, elles tournent, les Français, ils travaillent. Sauf que sans gouvernement, sans budget et sans projet économique clair, c'est très très difficile pour les marchés de voir ou de savoir où va la France. Donc oui, c'est une vraie crise et non, c'est pas une vraie crise parce que la réalité économique de la France est toujours là. On peut être plus endetté. Il y a des pays qui sont plus endettés, hein. Les États-Unis sont beaucoup plus endettés que nous. Le Japon est le pays le plus endetté de la planète. Mais ça leur pose moins de problèmes. Les États-Unis parce qu'ils ont le dollar. Le Japon parce que la dette est détenue uniquement par les Japonais, par les institutions japonaises. En France, il y a près de la moitié de la dette, de la dette française qui est détenue par des investisseurs étrangers. Donc, ça pose un vrai problème. La crédibilité de la trajectoire pour sortir de cette situation pose un vrai problème, d'autant qu'on ne peut pas dire que ça soit un accident. Ça fait quand même 50 ans que la France n'a pas eu un budget excédentaire. Donc, on a quand même une certaine habitude de, euh, de la dépense publique et de se dire que de toute façon, l'État paiera à un moment donné et que la dépense publique résoudra tout. Donc, il y a aussi beaucoup de choses à changer, vraisemblablement dans la mentalité, alors politique aussi, hein, par rapport à ça. Bon, je voudrais intervenir sur tous ces sujets-là. Alors, notamment pour le cas de la France, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc si, on ne va pas entrer là-dedans, sinon c'est tout un sacré problème à tenter de résoudre. Mais on peut essayer d'en parler dans la mesure où il y a un rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Le premier objectif pour la France, c'est déjà que les taux d'intérêt de sa dette ne s'accroissent pas. Et pour que ces taux ne s'accroissent pas, parce que si les taux d'intérêt sont supérieurs aux taux de croissance, le problème ne fait que s'amplifier. Donc si on veut le contenir, il faudrait stabiliser donc les taux de la dette française et donc réduire le spread qui peut exister par rapport aux meilleurs emprunteurs européens. Et pour ça, on peut s'appuyer sur la crédibilité que nous apportent nos partenaires, soit individuellement, soit collectivement via l'UE. Donc, je pense que c'est ça qu'il faudrait viser. Non, comment y parvenir? Je crois que dans toutes les propositions qui sont faites, il y a une dimension qui n'est présente qu'indirectement, c'est la dimension institutionnelle. Et la dimension institutionnelle, ben, vous venez de l'aborder en parlant de l'unanimité. Alors là, deux observations. La première, j'avais tendance à m'opposer à l'objectif final du mouvement européen France, où les fédéralistes ont tenté de prendre le pouvoir. Hein, ils veulent que l'Union devienne une fédération le plus vite possible. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que pense la majorité des Français. Les fédéralistes sont très minoritaires en France. En revanche, je suis opposé au fédéralisme tous azimuts, notamment sur la diplomatie, la politique étrangère, sur la défense. On va en parler dans un instant. En revanche, quand on revient aux affaires
que tu as évoquées, le marché unique, les investissements dans la compétitivité, etc., là, je pense au contraire qu'on aurait intérêt à aller vers un fonctionnement le plus fédéral possible dans ce domaine-là, et uniquement dans ce domaine-là. Pour y aller, on se heurte donc à la décision d'unanimité. Comment faire? Eh bien, il y a des gens qui ont déjà fait des propositions. Je pense à Giscard d'Estaing, Liédrine, à Christian Saint-Étienne, puis d'autres. C'est de dire il faut qu'on fasse une Europe par cercle concentrique. Tout le monde ne doit pas figurer, au moins au départ, dans le cercle plus global. Il faut faire des coopérations plus étroites, c'est-à-dire avec des pays limités, et aussi des coopérations à domaine limité. Parce qu'on peut accepter de renoncer à une partie de sa souveraineté dans des domaines économiques, mais pas dans des domaines politiques. Donc, il faudrait aller vers des structures à cercle concentrique. Et on peut y parvenir. En termes de droit, ça existe déjà, c'est tout simplement les coopérations renforcées. Vous parlez de l'euro, c'est vrai, mais on a à notre disposition les coopérations renforcées qui sont sous-utilisées par rapport au domaine où on pourrait le faire. Donc nous avons la solution juridique. Ce qui manque, c'est une volonté politique. Et une volonté politique de quelques-uns. Et à la limite, on peut avoir des coopérations renforcées dans des domaines différents, parce qu'on n'est pas prêt à renoncer à notre souveraineté dans tous les domaines. Mais chaque État national peut accepter de le faire dans certains domaines seulement. Pour commencer, après on verra. Mais on a la solution qui est celle-ci, les coopérations renforcées. D'autre part, il faut qu'on distingue la défense. Et dans la défense, il y a deux choses fondamentalement différentes. Il y a d'une part la production. Tu en as parlé. La production d'armement, c'est un problème, disons, économique, celui-là. Et puis, il y a l'armée européenne. Alors là, c'est plus un problème économique. C'est un problème qui devient souverain. C'est la diplomatie, la politique étrangère et la constitution et la conduite de l'armée. Puis bien sûr, les commandes d'armement qu'il faut harmoniser, qu'on n'a pas tout à fait encore évoqué. Et là, eh bien, il faut se référer à ce qui s'était passé au moment de la CED, Communauté européenne de défense, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut abriter cette défense. Alors, on peut se référer au passé, la CED, Communauté européenne de défense, qui était pilotée par une communauté politique européenne. Parce qu'il faut un pilotage politique, surtout quand on va à la guerre, on ne peut pas abandonner ça à des militaires. Hein. Il est trop sérieuse pour l'abandonner aux militaires, disait Clémenceau déjà. Bon, tout le monde est d'accord, et on avait créé cette communauté politique européenne. Donc là, si on veut aller dans cette direction, on va retrouver la nécessité d'avoir des institutions dédiées, adéquates, et des institutions où on peut prendre des décisions. Et puis, élément nouveau qu'on n'avait pas du temps de Clémenceau, c'est l'OTAN. On peut s'interroger, faut-il créer des institutions nouvelles alors qu'en fait, on a un outil qui est là? Et dans cet outil, il suffirait de négocier, de développer, disons, un pôle européen. Ça veut dire qu'il faut quand même négocier avec les Américains, négocier avec les partenaires, et on aurait une solution politique peut-être possible. Donc, je pense qu'il faut ressortir tout ça, parce que comme tu le disais en citant Jean Monnet, les gens ne voient l'opportunité que dans la nécessité, ou la nécessité dans la crise. Et nous y sommes. Bien pour ça que les deux rapports sont sortis. Donc, nous avons une opportunité quand même pour faire avancer les choses, mais il faut qu'on ait une vision la plus globale possible et une vision qui descende
à l'application. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse passer à l'application en tenant compte des réticences de partenaires et comment contourner ces réticences. Donc, il faut introduire ces questions-là qui ne sont pas dans les deux rapports. Hein. Dernier point aussi, je vais terminer par le point de commencement, c'était les problèmes de la France. Si on arrive à développer certains projets en commun, le financement par exemple de l'armée, de l'armement, etc., ce serait aussi un moyen peut-être d'alléger les dépenses publiques françaises. Parce que peut-être que certaines dépenses publiques pourraient être partagées. Quand Macron propose que l'arme atomique française couvre d'autres territoires, euh, ce serait moyennant finance. Et puis à la limite, pour que ce soit crédible, il faudra entreposer des bombes nucléaires françaises près des frontières russes. Donc là aussi, ça fait des dépenses supplémentaires, mais qu'on pourrait partager et au passage alléger le poids relatif de la défense dans le budget français pour permettre justement une maîtrise, une orientation vers une meilleure maîtrise des dépenses publiques françaises. Voilà, on arrête là, ça fait déjà beaucoup de choses. On peut aussi citer l'Airbus quand même comme succès d'une coopération européenne où on a pu faire valoir aussi nos atouts par rapport aux États-Unis. Enfin, quand on se rappelle de la situation de Boeing par rapport à Airbus et maintenant Airbus, je suis surpris que ce n'est pas plus souvent mis en avant comme un succès européen. Et notamment quand on pense à la défense, et même des fois à partir d'Airbus, on pourrait imaginer des projets communs, justement parce qu'on a cette réussite devant les yeux qui est une réussite sur un marché majeur. Et il a fait plusieurs fois dans l'automobile, on a failli avoir le même cas de figure, c'est-à-dire une entreprise européenne qui devienne avec une position mondiale leader. Je suis surpris qu'au niveau des Airbus, c'est pas plus souvent mis en avant par les politiques ou dans la communication comme un exemple réussi de réussite européenne et l'intérêt de coopération et puis aussi d'exister dans un monde où la France uniquement seule n'a plus la taille critique. Il y a Théo qui veut, merci pour cette intervention. Il y a Théo qui lève la main depuis un moment. Théo, allez-y, posez votre. Oui, merci beaucoup. Bonjour Monsieur Rossignol, bonjour à toutes et à tous. Merci Bonjour Monsieur Théo. Rossignol pour cette présentation sur le rapport à l'État. Alors vous avez adressé la décision du Conseil des gouverneurs de la BEI d'augmenter le montant des opérations de la banque et notamment le fait qu'un à 3 milliards d'euros irait pour l'innovation et la défense. Et donc, je me demandais où en est la conciliation de l'investissement dans la défense industrielle avec le mandat juridique de la BEI. Merci pour cette question. Alors, c'est une question un peu technique, donc je vais un peu resituer le contexte. La Banque européenne d'investissement a un modèle économique qui fait qu'elle lève sur les marchés financiers tous les ans à peu près entre 50 et 60 milliards d'euros. Et c'est avec cet argent ainsi levé qu'elle finance les prêts qu'elle fait pour le financement des projets européens. La banque est tenue par ses statuts de ne pas investir dans certains secteurs qui sont le jeu, l'alcool, le tabac et les armes. Donc, lorsque les actionnaires de la banque, qui sont les 27 États membres, lui ont demandé de faire quelque chose en matière de défense, la banque a dû jongler entre, d'une part, garder son triple A et donc garder les règles qui lui permettent d'attirer les investisseurs du monde entier et satisfaire ses actionnaires en faisant quelque chose en matière de défense qui soit compatible avec le maintien de son triple A. Donc, elle a trouvé, bien évidemment, on trouve toujours des solutions dans ces cas-là. Et l'idée, c'est de financer des technologies qui ont un usage double, civil et militaire. Vous prenez des drones,
Les drones, ça peut être à la fois civil et militaire. Donc bon, ben, ça, on peut faire. Vous prenez des casernes. Les casernes, ça abrite des militaires, mais c'est pas de l'armement. Donc ça, on peut financer. Et donc, ça a permis de faire sauter le verrou du financement d'opérations en matière de défense. Alors, ça reste petit, hein, 1 milliard d'euros en 2024, 3 milliards en 2025 sur un montant total de 100 milliards de financement. Ça reste petit, mais ça progresse. Et les nouveaux domaines dans lesquels la banque pourrait investir ou pour lesquels on pourrait prêter, c'est le renforcement des infrastructures qui peuvent servir en cas de conflit. Par exemple, il y a un conflit avec un pays de l'Est de l'Europe, par exemple. Bah, il faut envoyer des chars et les chars, bah, ils peuvent pas forcément passer sur tous les ponts ou sur toutes les voies chemins de fer parce qu'elles doivent être renforcées. Donc, c'est identifier que dans chaque pays, on identifie les infrastructures qui ont besoin d'être renforcées et à ce moment-là, la BUI pourra prêter pour le renforcement de ces infrastructures, pour leur adaptation en cas de conflit. Donc, c'est comme ça que la banque peut prêter de l'argent en matière de défense. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Oui, oui, génial, merci beaucoup. Et du coup, je me demandais si je peux euh, poursuivre. Je me demandais si au-delà des infrastructures et du matériel hybride, il pourrait y avoir des discussions en cours ou futures au sein de la BEI pour aller au-delà de ça et éventuellement payer des armes ou des engins qui seraient du coup, par exemple, des hélicoptères qui seraient les mêmes pour toute l'Union européenne. alors, il y a deux questions en fait. La question, c'est est-ce que la BUI peut aller plus loin dans ses financements euh, en matière de défense? Euh, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Il y a toujours moyen d'aller un peu plus loin, mais pour des équipements militaires, armements, etc., je pense que ça va être très, très compliqué. Euh, Financer des projets européens en matière de défense, pour peu que ces projets européens ne soient pas directement des projets d'armement, ça peut être possible. Ça peut être possible. Mais reste à voir quel type de projet pourrait être apporté. On peut concevoir qu'il y ait des projets de drones, par exemple, qui soient éligibles. Euh, j'en sais rien, j'ai pas vu les dossiers, j'en ai pas discuté avec les gens qui s'en occupent, mais ça, c'est une possibilité. Ça pourrait être une possibilité. Pour l'instant, on n'en a pas été la banque n'en a pas été saisie, et je crois que les pays parce que où il y a des industries d'armement sont plus intéressés par la possibilité ouverte dans le cadre de ReArm EU, le plan lancé par la Commission, et ce fonds de 150 milliards d'euros, qui là a une masse critique qui serait beaucoup plus intéressante pour les industriels de l'armement que les 3 milliards de la BUI. Donc je pense que les pays vont se tourner en priorité vers ce financement-là plutôt que vers la banque. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? N'hésitez pas. J'aurais, j'aurais une question et un commentaire. Euh, on évoque la création de ces quatre Oui. marchés uniques nouveaux. Trois, Euh, trois. Trois, c'est trois, finance. Ouais, c'est finance, télécommunications et énergie. mais il y a défense aussi. Oui, mais alors, la défense n'est pas un marché unique, Ok, c'est un d'accord. marché commun parce que la défense ne figure pas dans, voilà. Ok, Donc c'est séparé, c'est parallèle, d'accord. mais c'est séparé. On parle parallèlement, il y a un objectif d'avoir moins de réglementation
Mhm. hein. Or, jusqu'à présent, dans tout ce qu'on a vu en Europe, quand il y a création d'un marché unique ou marché commun, ça s'est toujours accompagné de réglementations qui sont même apparues assez, comment dire, contraignantes pour les marchés intérieurs. Et la Commission, puisque c'est d'elle dont il s'agit, est allée jusqu'à intervenir sur des marchés type marché de l'agriculture ou des produits de l'agriculture qui ont semblé complètement déconnectés avec la réalité. Bon. Euh, Ça, c'est un commentaire. Et d'un autre côté, on parle de moins de réglementation, mais aussi une directive, parce que si on parle de marché unique, il faudra derrière euh, des, euh, des directives qui permettent de donner des orientations. Est-ce que ça, ça peut être mené de façon cohérente et être accepté par tous les parlements nationaux? Parce que il y en a qui sont vent debout contre ce genre de Alors, démarche. oui, oui, c'est très, 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 très bonne question. Bah, c'est le défi qui est posé à la fois à la Commission et qui est posé aussi aux États membres. Parce que si les États membres veulent approfondir le marché unique, si les États membres veulent se donner les moyens de devenir, pour que l'Union européenne devienne un continent plus riche, plus puissant, etc., eh ben, il va falloir discuter avec les commissions de quel texte on peut approuver pour faire avancer les choses. C'est toujours la difficulté. Alors, la commission est, son rôle, c'est de produire des règlements, des textes, etc. Donc, nécessairement, elle en produit énormément, trop, parfois écrit n'importe quoi. Enfin, voilà. Je suis pas de la commission, donc je peux me permettre de la critiquer facilement. Mais chaque État membre rajoute sa propre couche de règlements nationaux. Donc, la difficulté, c'est cet empilement de normes et de règlements, c'est une des raisons pour lesquelles l'Europe est mal vue par, nationalement par les citoyens, quel que soit le pays, peut-être mal vue par les citoyens, quel que soit le pays, et aussi pour lesquels l'Europe avance moins vite que des pays comme les États-Unis où il n'y a enfin, je vais très vite en la besogne, qu'une règle unique. Donc, c'est pour ça que c'est une très bonne question, c'est toute la difficulté de la construction européenne, quelle qu'elle soit, c'est d'arriver à une position compatible entre États membres, Commission, de façon à faire avancer les choses pour le bien commun. Et ça dépendra de la façon dont les textes sont rédigés par la Commission, acceptés par le Parlement européen, et ensuite traduits, entre guillemets, par les États membres. Donc, soit la Commission a réussi à faire intégrer à ses juristes qu'il fallait qu'ils fassent plus simple que ce qu'ils ont fait jusqu'ici, et on va y arriver, soit ils continuent à produire des textes qui ne sont pas au niveau, et ça va être compliqué. Mais j'ai plutôt bon espoir qu'on y arrive. Je peux, Bruno, si tu me le permets, donner un éclairage par rapport à ça. J'en avais déjà parlé lors de précédents débats. C'est l'exemple des agriculteurs. Les agriculteurs qui, en France, sont vent debout contre les règlements. Mhm. Mais quand on interroge les agriculteurs, ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire les yeux dans les yeux, ce qu'ils nous disent, c'est pas qu'ils sont contre les règlements, surtout pas les règlements européens. Ils sont au contraire demandeurs de règlements européens les plus larges possibles. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'être en concurrence loyale par rapport à tous leurs confrères de l'Europe. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est ce dont tu as parlé, c'est le surajout de règlements faits par le pays. Et dans ce domaine-là, la FNSEA joue un très mauvais rôle. Par Absolument. exemple, sur le marché du lait,
elle a introduit des règlements, enfin, elle a fait du lobbying et elle a réussi ce lobbying pour introduire des règlements qui font que les critères de production du lait sont beaucoup plus durs en France qu'en Allemagne, par exemple. Et c'est-à-dire que un agriculteur français qui produit du lait, eh bien, à la tonne de lait, il va avoir 100 euros de moins qu'un agriculteur allemand quand on sait que la tonne de lait se négocie aux alentours de 500 euros. Alors vous voyez, c'est pas rien quand même, hein. Et donc, ce surajout de normes de pays, c'est vraiment une plaie pour notre économie. Bon, pour aller dans le sens que vous venez de décrire en disant en gros le droit de veto fait que le pilotage à 27, c'est le bordel. C'est vrai. Qu'est-ce que ce sera à 35? Il y a le problème de l'élargissement. Et on va retrouver un problème qu'on a rencontré lors du traité de Nice en l'an 2000. Est-ce qu'un approfondissement ne doit pas précéder un élargissement? La commission bancaire continue avec ses priorités actuelles, où l'élargissement est bien placé. Ce sera encore moins pilotable si cet élargissement n'est pas précédé d'un approfondissement, notamment dans le domaine institutionnel, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, ce changement institutionnel, notamment les cercles concentriques, devient de plus en plus indispensable et urgent. Deuxième observation quant au fonctionnement de la Commission. Jusqu'à présent, depuis le départ, la Commission a donné la priorité aux consommateurs. Qu'est-ce qui comptait? C'était que les consommateurs puissent acheter moins cher. Et on a abandonné les producteurs. Et aujourd'hui, je pourrais appeler messieurs l'État et Draghi parce que les producteurs américains et les producteurs chinois, on s'est occupé d'eux. Ils ont des entités de production colossales. Je le disais tout à l'heure en disant, par exemple, sur le plan des communications, combien il y a de clients aux États-Unis, en Chine et en Europe. Mhm. Et même en Europe, la Commission s'est opposée à des concentrations. Concentrations qui auraient pu déboucher sur une domination, sur un monopole en Europe. C'était tout petit par rapport au monde entier, mais ça aurait été gros par rapport à l'Europe. Donc là aussi, il faut que la Commission bouleverse ses priorités historiques. Sinon, pas la peine de demander à Draghi et à l'État des recettes si on n'achète pas sur l'essentiel. Donc, la préservation des producteurs euh, doit devenir une priorité. Il peut nous faire renoncer à la concurrence, à l'ouverture totale des frontières, etc. Surtout aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis défendent leurs frontières. Et nous, on pourrait peut-être défendre certaines productions naissantes, enfin naissantes pour l'Europe. Hein, on va retrouver des préconisations de listes au XIXe siècle, hein, utiliser les droits de douane pour protéger les, les champions de demain au moment où on naissance. Si on les laisse tuer dans le berceau, on n'aura jamais de l'adulte. Bon, Merci, donc là, il y a merci aussi Jacques. Merci Jacques. Je crois que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine discussion, mais malheureusement, nous sommes maintenant Oui, arrivés le au temps nous est terme de compté. notre débat. Et donc, je remercie Bruno pour cette tout à fait intéressante présentation qui Ben, a merci, mérité merci à vous de encore m'avoir écouté. d'autres développements. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée, À merci. bientôt. Merci.